Lionel Lemonchois, Bernard Stamm. Deux sillages de coureurs d'océan, deux skippers de haut vol qui ne comptabilisent plus les milliers de milles parcourus. Ces deux gueules d'embrun représentent une espèce en voie de disparition, époque oblige. Ils ont tout appris sur le tas, ont construit des bateaux dans des hangars improbables, mettent toujours la main à la pâte, aussi à l'aise avec une pièce à fabriquer qu'avec une écoute à la main. Alors qu'ils naviguent entre Le Havre et Salvador de Bahia sur leur maxi-trimaran, Lionel et Bernard nous ouvrent leur livre de bord, où victoire et coup dur se mélangent. Ils se refusent le qualificatif d'aventurier, préférant celui de compétiteur. Mais c'est loin des sentiers battus qu'ils continuent de tracer leur route. Tous les ans, la course au large française a un grand rendez-vous. En cet automne 2017, place à la Transat Jacques Vabre. Lionel et Bernard sont une fois de plus présents. On 10 participations à eux deux sur cette épreuve, mais c'est la toute première fois qu'ils courent ensemble. Rien de plus naturel que cette association. Même vision des choses, même approche de ce sport qui reste malgré tout très confidentiel. Être connu du grand public n'a jamais été une motivation. Ça n'a jamais été un moteur, autrement j'aurais peut-être pas choisi la voile, j'aurais peut-être choisi autre chose. Allez, on va mettre Zidane et Messi dans le métro. Ça fait autrement l'émeute que si on met Lionel Lemonchois et Bernard Stamm. C'est pratique pour nous. Pas des stars, c'est certain. Cela n'empêche pas qu'avant de prendre le large, ils se doivent de jouer le jeu des médias. Avec leurs parcours respectifs, ils sont très courtisés, sont des marins appréciés des journalistes. Et puis leur trimaran est un des 3 plus gros de la flotte, cela attise l'intérêt. À une certaine époque, les premiers interviews, tout ça, bon, t'appréhendes un peu parce que l'habitude, quand t'as pas l'habitude des caméras, des questions, voilà. Maintenant, comment j'appréhende ça, je dirais avec une certaine indifférence. C'est ni une corvée, ni un plaisir. Ça fait partie de l'ensemble des choses qui sont incontournables. Je suis content d'être là, Bernard. Toi aussi, tu connais bien cette course, là au Havre, pour cette course. Bah oui. Bah ouais, la plupart des questions qui arrivent, c'est sur la peur, sur le sommeil, sur le... C'est toujours un peu les mêmes, donc on essaye de dire que il y a plein de gens qui pourraient dormir de manière fractionnée, il y a plein de gens qui pourraient aller sur la mer en bateau s'ils en avaient envie. Voilà, c'est... Voilà. Départ de la Transat Jacques Vabre dans 5, 4, 3, 2, 1, top départ. Enfin le vif du sujet, après une semaine cloîtrée dans le bassin. Ce moment du coup de canon des premiers milles le long des falaises d'Étretat sonne comme une récompense. On ne part pas la fleur au fusil sur un tel engin alors qu'il y a 4300 milles à parcourir. Et on est cap à l'ouest là, en route pour aller chercher le fond. La course c'est une petite partie d'un projet en fait. Tout dans la voile où il faut monter des projets, faut construire, acquérir des bateaux, les mettre au point, se préparer physiquement, gérer une équipe. Voilà, au moment du départ, tout ça, voilà, on laisse tout ça de côté et puis c'est un petit peu le soulagement. Voilà, on est enfin dans ce qu'on aime le plus, quoi. C'est être sur l'eau et se bagarrer contre les autres. C'est reparti. Ouais, ça y est, on a réussi à renvoyer à Deury. Bernard est rentré dans le mât au forceps. Et on a réussi à récupérer la drisse qu'on a réparée. Bon voilà, Deury, pour l'instant, on est à 25 nœuds. Bon, c'est déjà bien, c'est mieux que tout à l'heure en tous les cas. Quand on y va, c'est en connaissance de cause, quoi. Toi, c'est pas, on va pas à l'aventure, quoi. Enfin, je me considère pas du tout comme un kamikaze ou comme... Enfin, c'est du sport, quoi. Enfin, le but de notre navigation, c'est d'arriver avant le deuxième, quoi. Après,
Après, ça paraît simple comme ça, mais ça comporte tout un tas de trucs qu'on prépare et puis après qu'on essaie de mettre en œuvre. Et puis tout ça dans un environnement qui est somme toute naturel et vaste. Lionel et Bernard se sont rencontrés pour la toute première fois en 1995 sur la Mini Transat. Cette course en solitaire pas comme les autres, réservée aux voiliers de 6,50 m de long. Tous deux font partie de cette petite caste de marins qui arrivent sur cette épreuve après avoir construit de leurs mains leur monture. Chez l'un comme chez l'autre, ces constructions n'avaient d'amateur que le nom. Leur prototype était digne de chantier professionnel. Ce que je connaissais du composite, de la résine et des tissus, c'était quand on était jeunes avec des copains, on faisait partie des premiers à shaper des planches à voile au début de la planche, quoi. Voilà, donc j'avais fait mes armes là-dedans, c'est-à-dire que c'était pas grand-chose, quoi. Je me suis lancé là-dedans, j'avais pas un rond, quoi. J'avais rien du tout. J'avais 3 francs 6 sous, j'ai quand même mis 2 ans à finir le bateau. Mais bon, quand on est jeune, on est un peu inconscient, hein. Voilà, j'avais décidé que c'était par là qu'il fallait aller. Et pour moi, c'était la porte obligatoire à la course au large. Ouais, c'est par là qu'il fallait rentrer, quoi. Bernard n'a participé qu'à une seule édition de la Mini, avec une 3e place juste devant un certain Le Monchois. Dans le milieu de la course au large, on entendait parler de ce marin suisse pour la toute première fois. La course, on la voit pas passer. Je veux dire, ça va très très vite, quoi. C'est des surfs tout le temps, quoi. Et je pense que c'est des bateaux qui sont prévus pour ça, quoi. La Mini, c'était une aventure géniale. Déjà, construire quelque chose de ses propres mains et qui fonctionne, c'est valorisant, quoi. Et puis, je suis curieux, quoi. Donc, c'était autant un challenge qui me branchait que de traverser l'Atlantique. Parce que traverser l'Atlantique, j'avais déjà fait plein de fois, quoi. Il y avait un truc qui était un tout petit peu dommage parce que c'est la première année où le GPS était autorisé. Et tous les convoyages que j'ai fait avant, c'était tout au sextant, donc je maîtrisais bien la navigation astrologique, donc je pensais avoir un petit avantage sur les autres qui finalement n'a pas eu lieu. La Mini, Lionel connaît sur le bout des doigts, mais la vraie réussite n'a jamais été au rendez-vous. 11e en 89, 6e en 91 et cette 4e place derrière Bernard en 95. Son meilleur résultat. C'est une course que j'ai toujours fait, avec très peu de moyens. Ça a été genre, je mets le bateau à l'eau, je fais le convoyage pour prendre le départ, quoi. Donc là, il y a peu de chances que ça passe comme une lettre à la poste. La dernière, pour la première fois, j'avais réussi à naviguer un peu avant. J'avais gagné la Transgascogne cette année-là, d'ailleurs. Nous sommes en 1999 à Concarneau. La Mini s'est définitivement imposée comme une des très belles épreuves du calendrier. Sur les pontons, que du bon monde. Sur son nouveau Mini, construit une fois encore de ses mains, Lionel fait partie des grands favoris, mais rien ne se passera comme prévu. Le mât est tombé dans une vague, quoi. Ça a tapé, le mât est tombé. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'explication très claire, mais... Une première étape ratée, à oublier, c'est ce que fera Lionel dans la seconde, celle de la traversée de l'Atlantique. 51 000 d'avance, Le Monchois. Nickel, j'ai mis au branleur d'Erwan. 51 000, j'ai mis. Voilà. J'ai passé mon mât il y a 2 jours. Premier dématage, c'est pas facile à gérer, j'imagine qu'il y aura un deuxième. 2 dématages sur une même Mini, personne ne peut se vanter d'une telle performance. Lionel arrivera dans les choux, mais à bon port, sans aucune aide extérieure. S'habituer à notre petit monde liquide. Ça m'a vraiment plu, ouais. C'est quelque chose de vachement plus intérieur que quand on est en équipage. En équipage, on partage les bons, les mauvais moments, le quotidien. Là, on est vraiment tout seul face à soi-même. Et chaque course, on apprend, quoi. Chaque course,
Moi, à chaque fois que je vais sur l'eau, j'ai toujours l'impression d'apprendre quelque chose. La Mini, j'avais fait le tour, quoi. Et que la course, ça m'allait bien. Et après, il y a des choix. Hein. Il y a soit le Figaro, soit les monocoques 60 pieds, et soit il y avait multicoques qui commençaient, mais là, j'avais 0 expérience, quoi. Donc la course qui est devenue une évidence pour moi, c'était le Vendée Globe, quoi, voilà. Après cette Mini, les chemins de Lionel et Bernard vont se séparer. Bernard met tout en œuvre pour être au départ du Vendée Globe 2000. Lionel multiplie quant à lui les embarquements à bord des multicoques de 60 pieds, les fameux Orma. Il est un équipier recherché, passant sans état d'âme d'un team à l'autre. Il s'octroie ses premières victoires en multicoque aux côtés de Franck Camas. Allez, bien joué les gars. Belle victoire donc de Franck Camas et son équipage. Une victoire, c'est pas simplement aussi d'être sur l'eau et d'être le premier sur la ligne d'arrivée. Il y a tout ce qui va derrière. Et puis c'est un rêve aussi, quand j'étais gamin, que je voyais les vainqueurs des grandes courses et tout. Oui, voilà, ça me faisait rêver. Je me disais, est-ce qu'un jour, j'ai envie de faire ça, mais est-ce qu'un jour je pourrais être capable de le faire? Son premier grand fait médiatique, il le doit à Banque Populaire. Le skipper Pascal Bidégory l'a choisi pour l'épauler sur la Transat Jacques Vabre de 2005. Et bien lui en a pris. Après s'être durement fait secouer dans le golfe de Gascogne, où la flotte a connu son lot de drames, Pascal et Lionel sont à leur tour victimes d'une avarie. Pascal est prêt à jeter l'éponge alors qu'ils sont en tête au large du Cap-Vert. Dans l'instant, il ne s'est pas vu qu'on puisse finir la course, quoi. Alors, c'est sûr que mon expérience dans le composite, de constructeur, enfin a peut-être joué dans le sens où j'ai un peu insisté pour dire que voilà, 2-3 petites sangles à cliquer à droite à gauche et puis ça va finir. Et ça l'a fait, mais ça aurait pu ne pas le faire aussi, hein, mais bon. Et voilà, la compétition aussi, c'est quelque part, c'est forcer le destin, quoi. C'est le début d'une success story. Lionel est au départ de la Route du Rhum 2006, à la barre de Gitana 11. Il a 46 ans, fait figure d'outsider face à Alain Gauthier, Michel Desjoyaux, Franck Camas. Quand il embarque pour rejoindre son trimaran mouillé au large, il a toute la course à venir dans sa tête, donnant rendez-vous sous les 8 jours. Dans 8 jours, il fallait que je gagne. Puis ça, à Saint-Malo, j'étais déjà dans cette optique. Je savais que là, j'avais une opportunité, quoi, qu'il ne fallait pas la rater. La cavalcade va durer 7 jours. 7 jours d'équilibriste où il explose le temps de parcours entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Lionel est fidèle au rendez-vous qu'il s'était fixé, s'offre dans la foulée le titre de marin de l'année décerné par la Fédération française de voile. Mais c'est passé à un cheveu qu'il en aille tout autrement. J'ai failli chavirer en 2006, oui, exactement. Au 3e jour, je crois, on avait un passage de front où je savais que ça allait venir dans la demi-heure, 3/4 d'heure qui arrivait, et puis c'est rentré très fort. Et heureusement, j'étais aux aguets, comme on dit, et j'ai réussi à rattraper le coup, mais le bateau est monté vraiment très haut. Ouais. Au lieu de me dire, ouais, faut que tu calmes le jeu, au bout d'un quart d'heure que je m'étais un peu repris de mes émotions, je suis reparti à fond et je pense que ça a fait la différence. Je pense que c'est là que j'ai fait la différence par rapport aux autres. Donc 5e jour de course, toujours 2e, mais Lionel a encore appuyé sur l'accélérateur. En fait, c'est pas d'aller vite, hein. Là, si on regarde,
il arrête pas quoi. Il n'arrête pas d'aller vite avec un Gitana 11, hein, c'est un peu déconcertant quoi. Je pense que j'étais dans un état, un peu d'un état d'inconscient. J'avais à la fois ce petit épisode de chavirage où je m'en étais sorti juste limite, qui me dit que si là je m'en suis sorti, je dois pouvoir m'en sortir à chaque fois. J'étais dans une logique de gagne incroyable. Je suis arrivé dans les alizés, où dérouler le Jeddah, la grand voile haute, le bateau à 30 nœuds en permanence sous pilote. Prenez un peu de recul, sur un bateau, c'est pas facile, mais moi j'aime bien me mettre un peu sur le flotteur, accroché au foil, au vent, et puis voir ce bateau qui est là, qui est à moitié hors de l'eau tout le temps, en train de voler, c'est tout ça sous pilote, et tout seul avec mes petites mains, c'est assez jouissif. En tous les cas, ouais, c'était une course où j'ai pris beaucoup de plaisir, ce qui me pousse peut-être encore à être encore là, je pense. 4 ans plus tard, nouvelle édition du Rhum. Malgré de bons et loyaux services, le team Gitana l'a remercié. Ainsi va le sport de haut niveau et la voile n'échappe plus à cette règle. Heureusement, il a trouvé un volant avec Prince de Bretagne. Seul ombre au tableau, il ne court plus pour être le premier à Pointe-à-Pitre, mais pour remporter la classe des Butties 50, où il fait partie des 6 inscrits. Le challenge sportif est là, c'est l'essentiel. Au large du Portugal, sa grande voile tombe sur le pont. Il doit monter en tête de mât, mais n'a aucun accessoire pour effectuer une telle ascension. À la seule force des bras, il va réussir à se hisser, passant 2 bonnes heures à 20 mètres au-dessus des flots. J'avais choisi entre rester accroché au mât et donner du mou dans les nœuds pour pouvoir descendre. Donc c'était un choix qui était pas facile, quoi. Donc, et puis au bout d'1 heure, 2 heures, la fatigue venant, il y a un moment on s'épuise, on est plein de bleus, plein de griffures, on prend des coups qui sont de plus en plus difficiles et là j'étais au bout, quoi. J'arrivais plus à descendre et à faire quoi que ce soit. Donc j'ai réussi, mais quand je suis arrivé en bas, je me suis écroulé sur le pont et j'étais pas en bon état. Ouais. J'ai mis un certain temps à me relever et à reprendre le dessus. Touché, mais pas coulé, bien au contraire. Il va faire une remontée fantastique, profitant également de l'abandon des 2 leaders. Après la malchance, la chance. Lionel est encore à ce jour le seul skipper à avoir inscrit par 2 fois son nom au palmarès de l'épreuve. Pour Lionel, bonsoir. Le multicoque pour Lionel, le monocoque pour Bernard Stamm, qui va atteindre son objectif fixé après la Mini Transat, être au départ du Vendée Globe 2000. Son bateau, Super Bigou, est mis à l'eau à l'Esconil 2 mois avant le coup de canon. Ce n'est pas un prototype de 6,50 m qu'il a construit, mais bien un de 18 mètres de haut. Je pensais convaincre quelqu'un, un partenaire, un sponsor, ou peu importe comment on l'appelle, quoi, de s'associer à mon projet. Et de trouver des financements pour construire le bateau, quoi. Mais bon, ça s'est forcément pas passé comme ça. Je me suis retrouvé à emprunter tout l'argent nécessaire pour construire le bateau, quoi. Bernard pensait ne réaliser que les moules de son futur bateau, histoire d'amorcer le projet. Mais une fois le doigt dans le pot de confiture, pas question de le retirer. Commence alors une très belle coopération entre gens de mer. Chacun à sa manière, le pays bigoudin, le peuple de l'Esconil, va lui apporter un soutien sans faille. Ils ont organisé des soupers marins, des trucs comme ça. Alors ils ont fait ce qu'ils pouvaient au niveau de rentrée financière. Mais c'était surtout des coups de main. Chaque fois qu'il y avait des gros boulots, je pouvais compter sur eux et tout ça, quoi. Donc ça, c'était vraiment une aide, je veux dire, qui était indispensable, quoi. Et à part ça, il y a toute une série soit de restos locaux ou de ménagères ou de particulières, quoi, qui nous ont nourris pendant les 3 ans de la construction. Mais quel que soit le nombre de gens qui étaient sur le chantier, donc tous les jours, quelqu'un d'autre s'occupait de faire manger. Donc
C'est pas courant et ça a bien aidé. Le résultat est là. Super Bigou est amarré au ponton des Sables d'Olonne. Il a perdu son nom de baptême puisque des sponsors sont enfin arrivés pour couvrir les frais de fonctionnement, comme l'assurance ou l'inscription. Le 9 novembre 2000, Bernard apparaît pour son premier Vendée Globe. Il est tout sauf prêt, n'a juste dans son sillage que le parcours de qualification imposé par le règlement. Alors qu'il est en 4e position au large du Cap-Vert, il est obligé de jeter l'éponge, trahi par son système de bac. Ça n'a pas été très loin parce que il manquait de temps, il manquait des moyens, il manquait de l'expérience, il manquait de plein de choses, quoi. Il manquait un peu de tout, quoi. Sauf que, au lieu de rentrer, j'ai amené le bateau à New York pour essayer de rentrer en utilisant mon bateau pour autre chose, quoi, voilà. Et puis là, on a battu le record de l'Atlantique. Et ça, pour moi, c'était la première victoire, quoi. Et quelle victoire! Sur le trajet pour aller à New York, il alerte 3 copains et en plein hiver, ils se lancent à l'avant d'une dépression très creuse avec laquelle ils vont effectuer toute la traversée. Battant plusieurs fois, sans s'en rendre compte, le record de distance parcourue en 24 heures. Sans cesse, il répare les avaries qui ne manquent pas, à l'image du palan de tête de quille qui casse par 45 nœuds de vent juste avant l'arrivée. Au final, 8 jours et 20 heures pour traverser l'Atlantique entre New York et le Cap Lizard, et un record battu. Le précédent était détenu par un monocoque de 43 mètres de long. On était à fond, à fond. Le bateau, il était lancé à fond, en bas les vagues. Il fallait y aller, quoi. Il fallait y aller, il n'y avait pas le choix, sauf les 12 dernières heures où là, on l'a calmé un peu. Ce record et d'autres compétitions le rassurent. Son Super Bigou est dans le coup, son pari fou est réussi. Il va le transformer en 2003 avec la course autour du monde avec escale, baptisée Iron Alone. Il gagne les 4 étapes, sauf sa première grande victoire en solitaire. On m'a catalogué dans la catégorie des skippers qui font des courses en solitaire, quoi. Mais comme j'avais un bateau qui était fait pour ça, et du coup je prenais part à des courses qui étaient faites pour ça aussi, quoi. Donc mais avec ce bateau j'ai fait du double aussi, et j'ai fait du, en fait, j'ai juste pris part aux courses qui étaient au programme de ces bateaux-là, quoi. En 2005, il est une nouvelle fois au départ de cette course autour du monde, baptisée désormais Velux 5 Ocean. Son Super Bigou porte le nom de Cheminée Poujoula. La notoriété grandissante de Bernard est passée par là. Peu après le départ de Bilbao, alors que le vent souffle en tempête, il s'aperçoit qu'il a oublié toutes ses polaires. À partir de l'entrée dans les 40e rugissants, Bernard va vivre un véritable enfer. Là, pour te donner une idée, ça c'est l'huile d'olive. Et moitié de tout figé. Pour couronner le tout, cette première étape ne s'arrête pas comme d'habitude au Cap, en Afrique du Sud, mais à Fremantle en Australie. Soit tout l'océan Indien à avaler avant d'arriver à bon port. Là, par exemple, je déplaçais les poids du bateau, l'ancre, la chaîne d'ancre, pour me réchauffer, quoi. Voilà. Alors, c'était efficace, je me réchauffais, quoi. Je me déshabillais pour sortir, quoi. J'allais à peu près nu sous le ciré pour pas me mouiller les seuls habits que j'avais, quoi. Donc, en rentrant, il faisait moins froid que dehors. Forcément, je me rhabillais, quoi. Donc, tout ça, ça fait que ça devient plus... les choses insupportables deviennent supportables, quoi. Par
contre, c'est dur, quoi, parce qu'il y a des moments où là, j'avais peur de m'endormir, j'avais peur de ne pas me réveiller, quoi. Donc, c'était un sale, mauvais quart d'heure, quoi. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Et c'est l'anniversaire de Jacques Chirac. C'est l'anniversaire de Jaco. C'est Jaco. Il est né le même jour que moi. Je filme ça quand même, hein. Putain, ça fait chier ça, hein. C'est ça un vrac. C'est ça un vrac. Là j'ai allumé le moteur, il m'a niqué le pilote. Voilà. Là le bateau est couché. Joyeux anniversaire. Le chemin de croix de Bernard durera 42 jours, mais au bout, il y a la victoire, celle qui vient tout effacer. Aujourd'hui, cette histoire de polaire oubliée est rangée sur l'étagère des souvenirs forts de ces tours du monde, bouclée avec succès devant des marins de talent comme Mike Golding, Alex Thompson ou Thierry Dubois. Si en 3 participations, le Vendée Globe s'est toujours refusé à lui, Bernard fait bel et bien partie des grandes figures attachantes de la course au large, avec un parcours qui n'avait rien de prédestiné. Mes parents avaient un bateau sur le lac Léman, quoi, et on a passé notre temps sur l'eau, sur le lac. Hein, voilà, j'ai pas appris la voile, hein, c'était une langue maternelle, quoi. La mer, c'était un terrain de jeu, que ce soit au niveau de la plongée, de la chasse sous-marine. Mon père avait un bateau à voile avec lequel il faisait du charter pour entretenir un peu le bateau. Donc mes vacances, quand j'étais gamin, ouais, je faisais le mousse sur le bateau de mon père avec les clients. De la Mini Transat de 1995 à cette balade au fond de la rivière de Crac, il s'en est passé des milles, avec des trajectoires divergentes sur la forme, le multi pour Lionel, le monocoque pour Bernard, mais jamais sur le fond. Chez l'un comme chez l'autre, un investissement total, sans compromis pour vivre leur passion. Alors les familles fondées ont explosé au fil du temps. Ils ont un autre point commun, sans doute le plus important. Une scolarité vécue en totale dilettante, aucun diplôme à brandir. À leur majorité, ils sont partis voir ailleurs, manière de vérifier que la Terre est bien ronde. La partie scolarité, c'était quelque chose qui me... J'étais pas là, quoi. Quand j'étais assis sur la chaise d'école, j'étais beau me dire, bon, j'écoute ce qu'elle dit. Au bout de 3 minutes, mon esprit, il était plus là, quoi. Mon regard était toujours sur le tableau, mais ma tête était partie, quoi. À l'école, j'avais de la facilité et du coup, c'était gavant, quoi. En fait, je m'ennuyais à mourir, quoi. Et du coup, il y avait de l'énergie à dépenser et puis il y avait plein d'autres choses à faire. Donc, je réussissais à l'école sans rien faire, quoi. Et par contre, je trouvais pas ça très utile, quoi. Voilà. Je préférais apprendre un truc que je mettais en œuvre direct, quoi. Voilà. Et ce qui a pas mal fonctionné d'ailleurs, hein, parce que c'était intéressant. Je suis parti de la Suisse, je me suis fait embaucher dans la marine marchande. Du coup, là, j'étais au contact de la haute mer, quoi, le large, quoi. Voilà. J'ai appris plein de choses, j'ai vu plein d'endroits, j'ai commencé à barouder, quoi, ouais. Après, ça a été les copains, les balades autour du monde, les voyages, les courts-voyages. Mais il y avait toujours cette espèce de lumière de la course, là, cette petite lampe de la course qui m'attirait, quoi. Les premières restent toujours dans l'histoire. Lionel a la chance de faire partie de celle de The Race, la seule course autour du monde en multicoque, sans escale et en équipage, organisée à ce jour. Partie de Barcelone à la fin de l'an 2000.
À bord de Team Adventure, Lionel ne prendra que la 3e place sur les 6 possibles. Mais peu importe. Encore 80 jours d'expérience engrangée. Surtout, il a tapé dans l'œil de Bruno Perron. En 2005, il part sur Orange 2 à l'assaut du trophée Jules Verne. Grosse équipe, gros moyens, et puis un bonhomme qui est quand même pas n'importe qui a une sacrée personnalité, qui a un sacré sens de ce qu'est d'être un chef de bord. Ça, c'est des qualités que j'ai appréciées chez Bruno Perron. C'est cette qualité de gérer les bonhommes. C'est pas toujours facile, hein. Nous, on était quand même 13 ou 14. J'ai recroisé notre ami Bernard Stamm. Et là, on était dans le même car tous les deux, avec aussi deux sacrées personnalités, Ronan Le Goff et Jacques Carès. Donc, je pense qu'on avait le car le plus sympa de ce tour du monde. On s'est bien marré avec tous les 4. Ouais. Pour moi, là, c'était que de la navigation. En fait, je ne gérais pas le projet. Il n'y avait pas toute la pression qu'il y a que peut avoir un skipper qui gère la totalité de son projet. C'est sûr que c'était des vacances. Après, à bord, c'est pas des vacances parce que c'est des très gros bateaux, il y a des gros efforts et puis c'était engagé quand même. Hein. C'était des moments un peu chauds, quoi. Un tour du monde à la voile en multicoque restera toujours une superbe aventure. Le 16 mars 2005, l'équipage savoure son arrivée à Brest. 50 jours, record battu, contrat rempli à la perfection. Il efface de 13 jours le temps de référence établi par Olivier de Kersauzon l'année précédente. Alors attention pour le passage de Groupama 3. Attention. Top! Passage de la ligne. 5 ans plus tard, Lionel est recruté cette fois par Franck Camas pour battre ce même trophée Jules Verne. Même s'il a devancé le skipper de Groupama lors de la route du Rhum 2006, Lionel n'a nullement hésité à endosser à nouveau l'uniforme de simple équipier, avec quand même le titre de chef de quart. À partir du moment où tu décides de rentrer dans un projet, quel qu'il soit, voilà, tu sais qu'il y a un chef de bord, il y a un capitaine, un skipper, on peut l'appeler comme on veut. Tu dois te plier aux besoins du bord. Et ça non, ça ne m'a jamais posé de problème. Ou alors, il faudrait vraiment tomber sur un gros connard, insupportable, incompétent et tout ce qu'on veut. Mais dans ce milieu-là, il y en a de moins en moins. Que ce soit autant Bruno que Franck avaient à peu près la même démarche à la fois de bien faire, mais aussi d'être assez prudent. Le but étant, quand on parle d'un truc comme ça, c'est à la fois c'est d'arriver, quoi. Et puis surtout de ramener tout le monde. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas 36 manières de gérer. Quand vous partez faire le tour du monde à la voile, aller dans les mers du Sud, il n'y a pas 36 manières d'aborder le sujet. Hein. Soit vous le faites d'une façon, raisonnable et intelligente, ou il ne faut pas le faire. À entendre les marins, tout est toujours simple et facile. Mais quand on est le premier à passer sous la barre symbolique des 50 jours, pas difficile de comprendre que ce n'est pas le cas. Presque sur ce même bateau, Bernard Stamm va effacer à son tour son copain Lionel des tablettes. Nous sommes en 2016. Groupama 3 est devenu Idexport, skipper Francis Joyon. L'équipage n'est plus de 13 bons hommes, mais seulement de 6 personnes. Cet esprit commando, c'est comme un gant au fonceur Bernard Stamm, qui va vivre un océan Indien d'anthologie. Idec navigue plusieurs jours à 30 nœuds de moyenne pour rester à l'avant d'une dépression.
La dépression, elle se décale à une certaine vitesse. Et nous, il fallait au moins qu'on aille à cette vitesse-là. Donc le rythme, la question ne se posait pas. En fait, c'est le rythme, il fallait qu'il soit soutenu, voire plus que la dépression, quoi. Et dans cette partie-là, on a été aussi vite qu'on pouvait, quoi. On était assez sud de visibilité. Quand on est devant le front froid, il y a du brouillard, visibilité pas terrible, et donc c'était engagé. Il y a 35, 37 nœuds de vent. Et on essaye de descendre dans le vent, mais c'est pas facile. Le bateau glisse pas, il saute les vagues. Cette descente à fond la caisse va se poursuivre jusqu'à atteindre les 59 degrés de latitude sud. La performance est à ce prix. Quant aux icebergs et autres grôleurs qui sillonnent dans les parages, il suffit juste de ne pas trop y penser. Dans le brouillard, on les a pas vus. On en a vu un sur le radar, mais après, il y avait, on savait certains où ils étaient. Et puis après, il y a toujours, c'est sûr qu'il y a toujours un risque de rencontrer un truc. Hein, je veux dire, voilà. Et puis après, le reste du parcours, il fallait continuer à aller vite, mais surtout essayer de préserver le matériel, quoi, parce que les bateaux souffrent, quoi. Et puis là, c'est pareil, là, c'est la même chose que sur Orange. Là, c'était pas Bruno, mais c'était Francis Joyon qui a imprimé le rythme qui semblait être juste pour battre ce record, quoi. Donc c'était une belle aventure, quoi. 26 nœuds de moyenne autour du monde, 40 jours et 23 heures, un chrono divisé par 2 en 20 ans de tentatives. Le trophée Jules Verne est un magnifique record, un style de navigation bien particulier. C'est un exercice bizarre parce que tu as l'impression d'être toujours en retard, quoi. Ou à un moment donné, quand tu es en avance, tu te dis l'avance, il faut la garder, donc il faut continuer à avancer. C'est spécial, quoi. C'est pas une course, on se place par rapport à un concurrent, et même si on est 3 jours plus long que le temps de référence, si on reste devant le deuxième, c'est gagné, quoi. Lionel n'a pas attendu le trophée Jules Verne pour s'immiscer dans le monde des records. Il fait même partie des pionniers. En 1994, Isabelle Autissier l'embarque sur le trajet New York-San Francisco sur son 60 pieds Écureuil Poitou-Charentes. Ce parcours commémore la ruée vers l'or de la fin du 19e siècle, où les 3 mâts d'autrefois mettaient tout en œuvre pour rejoindre au plus vite cette nouvelle terre promise. Un record détenu depuis 1853 par le clipper North of Light en 76 jours. Ça a été une grande aventure. Moi, ça m'a pris 6 mois parce qu'on est parti, on a cassé la quille, on s'est arrêté en Martinique. Les 3/4 de l'équipage s'est barré, on s'est retrouvés tous les deux. Il a fallu remonter le bateau à New York, réparer le bateau à New York, tout ça en plein hiver par -20, -30. Et à un moment, on a fini par partir. Moi, c'était ma première grande expérience de passer autant de temps sur l'eau. J'avais jamais passé 2 mois en mer, j'avais jamais fait ça, quoi. Ça, je me souviens encore, c'était quand même un peu l'angoisse du départ, quoi. Dire comment est-ce qu'on va vivre à 4 dans cette espèce de truc où on doit avoir 4 mètres carrés d'habitabilité pendant 2 mois. Et avec une femme en plus. Et tout ça s'est super bien passé, on n'a pas vu le temps passer, c'était génial. Et c'était passer le Cap Horn à l'envers, ça c'était aussi c'était un grand truc, ça. Moi, j'avais jamais passé le Cap Horn, et pour la première passage de Cap Horn, de passer à l'envers, c'était un grand moment. Le Golden Gate Bridge, ligne symbolique passée après 64 jours de mer. Un premier record et un premier Cap Horn contre les vents dominants pour Lionel qui récidivera par 2 fois. Son dernier passage date de 2008, à bord de Gitana 13, où il emmène autour du monde ce catamaran de 32 mètres né pour The Race. Durant 9 mois, de New York à Londres, en passant par les eaux du Pacifique et les côtes asiatiques, il sillonne les mers du globe, parcourt près de 40 000 milles, avec 7 tentatives pour autant de records accrochés.
J'en garde un très très bon souvenir de cette expérience de skipper d'un grand bateau avec un vrai équipage. C'est pas rien, quoi. On a quand même la responsabilité des bonhommes qui sont à bord. Ça peut être pesant par moments. Ce qui n'est pas toujours facile à faire percevoir à un équipage. C'est là où il faut être assez psychologue. Ce que je ne suis pas forcément toujours. C'est pas mon fort, on va dire. Mais bon, après, ceux qui me connaissent arrivent à me supporter quand même. Voilà Bernard à la barre, en train de se faire rincer dans les alizés. On vient de passer les Canaries, la température commence à être fort sympathique. On arrive sous les tropiques. Salvador de Bahia n'est plus très loin. Dans cette classe des ultimes, avec seulement 3 bateaux sur l'eau, il suffit d'arriver à bon port pour être sur le podium. Lionel et Bernard sont en passe d'exécuter ce simple contrat, plus difficile qu'il n'y paraît. Il y a les victoires, bien sûr, le sentiment d'avoir fait une belle course, quelle que soit la place à l'arrivée, mais il y a aussi les échecs, les vrais, ceux qui marquent profondément un bonhomme. En 2008, Bernard participe à son 2e Vendée Globe. À l'attaque de l'océan Indien, ses paliers de barre se dégradent à vitesse grand V. Impossible de continuer quand la direction de votre véhicule lâche. Bernard met le cap sur l'Australie, le continent le plus proche, même s'il est encore éloigné de plus de 2000 milles. Ils annonçaient du mauvais temps, et puis après, moi, je me suis laissé influencer par l'organisation de course, par mon équipe, par les météorologues, par tout un tas de gens qui me disaient la même chose, arrête-toi, va t'abriter au Kerguelen, quoi. Et puis, je dois pas, moi, me laisser influencer par quelqu'un d'autre. Moi, je prends pas le téléphone pour dire au commandant d'un cargo, il faut aller là plutôt que là, quoi. Le commandant du cargo, il me dit, tu me laisses réfléchir, mon garçon, t'es gentil. Moi, c'est ce que j'ai fait, quoi. Je me suis bêtement laissé guider à un endroit qu'il ne fallait pas aller, quoi. Voilà, la base au Kerguelen, elle est pas faite pour accueillir des bateaux dans le mauvais temps. C'est ça, quoi. Après, si on ouvre un bouquin de voile, on ouvre les Glénans, par exemple. À la première page, c'est marqué il ne faut pas se tenir au vent d'une côte, il faut qu'il y ait de l'eau à courir. En fait, j'ai fait le mauvais choix. Là, j'ai pas perdu le bateau parce qu'il n'a pas disparu ou je l'ai pas laissé en mer, mais bon, je l'ai laissé sur les cailloux. Je l'ai ramené quand même, parce que j'ai pas laissé mon épave dans cet endroit qui est quand même encore un des endroits naturels qui reste pas trop dégradé, quoi. Mais bon, le bateau était détruit, quoi. D'une fortune de mer à une autre. On le sait, la navigation en multicoque s'effectue sur le fil des rasoirs, surtout en solitaire. On ne compte plus les multis retournés comme des crêpes au large ou près des côtes. En 30 ans de haute voltige, Lionel n'avait jamais vécu une telle sortie de route. Il était dit que ce jour devait arriver. Le 27 janvier 2014, il vit son premier chavirage sur la route des Épices, record entre l'Orient et l'île Maurice. Pendant une petite sieste, le bateau qui se lève, j'ai vu le truc arriver, choqué, en grand, tous les bouts. Et comme ça faisait quand même pas mal d'heures que le bateau, j'avais pas touché aux bouts, donc les bouts autour du winch étaient un peu collés. Et le fait de larguer, ça n'a pas, les bouts n'ont pas choqué. Et puis comme de toute façon, tout ça, ça se passe en quelques secondes, donc ça va très vite. Et puis vous vous retrouvez à l'envers, comme un couillon. Face à soi-même. Là, une vue du flotteur du Marrant Prince de Bretagne à l'envers, au large du Brésil. Et après, ça a été 10 jours de dérive à attendre les secours. Ça a été aussi une expérience personnelle qui n'est pas facile. Moi,
Passer 10 jours en mer, c'est pas très compliqué, et 10 jours à la dérive, c'est pas tout à fait le même scénario, quoi, parce que... alors je m'occupais, hein, je faisais des trucs, des machins, je larguais le gréement, je plongeais sous le bateau, allais chercher des bouts, enfin je trouvais des occupations, parce qu'il faut s'occuper les mains pour éviter d'avoir la tête qui... On a l'impression qu'on va devenir fou. Un chavirage, un trimaran sauvé au milieu des flots qu'il va falloir reconstruire, avec une liste de travaux incroyablement longue pour qu'il soit à nouveau prêt pour la route du Rhum de la même année. Bernard, lui, n'y sera pas. Un mois avant le chavirage de Lionel, il a vécu le pire. La Transat Jacques Vabre 2013 lui avait permis de renouer avec cet esprit de compétition qu'il aime tant. Une régate de haute intensité, une place au pied du podium, Bernard savoure cette arrivée à Itajaí au Brésil. Il ne se doute pas que son convoyage retour va se conclure par un naufrage le jour de Noël, au large de la Pointe-Bretagne, à seulement une journée de Brest, son port d'attache. En descendant une vague, le bateau s'est pété en deux. Donc après, ça, c'est pas au programme. Il peut se passer plein de choses, le mât peut tomber, la quille peut partir, ou, enfin des choses comme ça, mais la caisse elle-même, elle n'est pas cassée. Et là, en fait, elle avait un défaut, il y a de l'aluminium qui faisait partie de la structure du bateau qui s'est corrodé, et ça s'est cassé en deux. Ils sont hors de portée d'un sauvetage par hélicoptère, mais dans ce coin, les cargos ne manquent pas. La nuit est là, le vent souffle en tempête avec 6 à 8 mètres de creux. Les deux hommes n'ont plus qu'un minuscule bout de coque pour se maintenir entre deux eaux. On arrive à attraper le bout, lancer les bouts avec un lance-amarre, quoi. Et qu'on a réussi à attraper, mais on tire le bout, quoi. Et puis il y a des kilomètres, quoi. Puis finalement, on est arrivé au bout du bout, quoi, comme dans une mauvaise BD, quoi. C'était tout juste, il n'y avait pas une étiquette fin du bout, quoi. Donc là, ça ne marchait pas. Puis le bateau, il dérivait vers l'avant du cargo. Là, on a manqué de se faire écraser par le bulbe du cargo, quoi, l'étrave, quoi, qui a commencé à détruire le bateau, enfin le 60 pieds, quoi. Donc c'était hyper chaud. Le coup est rude, très rude. Et s'il ne le dit pas, ce n'est pas son genre, Bernard et son équipier Damien Guilloux ont échappé de fort peu à une triste fin. Alors comme toujours, il faut rebondir malgré les côtes cassées, un physique fracassé et surtout un bateau définitivement perdu qui représentait son futur. Des coups durs dans une carrière, il y en a plein. Des grosses déceptions énormes qu'on met des mois à se remettre. Ça, il y en a, ouais. Mais je crois qu'on a une faculté à oublier les mauvais moments et à garder les bons. Je crois qu'il faut toujours essayer de garder ça, mais je pense que c'est pour la vie en général. Il faut essayer d'effacer les mauvais moments. Jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai quand même bien ramé, quoi. Donc j'ai mis presque 20 ans à en vivre, on va dire, correctement. Et ça, ouais, ça se cultive, parce que faut s'accrocher quand même, quoi. Faut s'accrocher. J'aurais pu rester raboteur de parquet, j'aurais bien gagné ma vie, et sûrement moins poser des questions métaphysiques sur mon avenir. Lionel, le bas normand, 57 ans. Bernard, le Suisse breton de 54 ans, ont vécu une nouvelle déconvenue, un dématage à moins de 100 000 de Salvador de Bahia, alors que le bateau glissait tranquille le long de la côte brésilienne. Aucune explication rationnelle, juste la faute à pas de chance. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est la claque de l'année, voilà. Ils ont pu récupérer tous les morceaux de l'espar brisé, rendant possible sa réparation. Le trimaran rentrera par la mer avec Lionel aux commandes. Bernard, lui, va partir vers de nouveaux challenges. Il n'est nullement question pour eux de raccrocher le ciré, enfilé voilà plus de 30 ans.
Non, je ne remplis pas le ciré, c'est sûr, quoi. Mais comme vrai challenge, il y a bien une idée, mais c'est un peu tôt pour en parler, quoi. Et si un sponsor me disait on voudrait que vous fassiez le Vendée Globe, je ne pense pas que je dirais non tout de suite. Je pense que j'y réfléchirais sérieusement. Et je serais peut-être capable de dire oui encore. Sûrement même. La course, la compétition comme fer de lance, encore, mais évidemment pas pour toujours. Une seule certitude, la mer restera bien au centre de leur avenir, proche ou lointain. La mer, c'est devenu un élément qui fait partie de ma vie, quoi. Ouais. Je ne me vois pas vivre loin de la mer, quoi. Ou faut un plan d'eau, quoi, toujours, quoi. Mais faut qu'il y ait de l'espace, quoi. Voilà, l'espace, c'est du luxe, quoi. Quand je suis en mer, j'ai pas mal au dos. Je suis capable de dormir par tranche de 20 minutes ou 10 minutes pendant des jours et des jours. Je suis capable de manger n'importe quoi, n'importe comment. Je suis capable de faire des choses que je suis incapable de faire en mer, à terre, pardon. C'est mon deuxième élément. Ouais. Quand on est en mer, au large, on est sur une autre planète, on change de planète, quoi.